J'étais dans le département de Stanford où étaient Brin et Page, les deux, à l'époque, jeunes étudiants avec 500 balles en poche qui étaient en train de développer le moteur de recherche de Google. Et j'ai vu la première démo, j'étais très pote avec Sergey Brin. Et oui, donc j'ai vu le début, j'ai vu quand ils ont monté leur boîte et quand ils sont partis pour monter ce qui est devenu Google. Il est chercheur en informatique à l'INRIA et à Normal Sup. Il est membre du collège de l'ARCEP, l'organisme de régulation des télécoms. Serge Abiteboul est un spécialiste de l'informatique moderne. Et c'est un vieux de la vieille. Il a vu naître Google à Stanford aux États-Unis. Il est allé enquêter récemment chez Facebook. Son dernier livre, coécrit avec Jean Caton, s'intitule « Nous sommes les réseaux sociaux ». Ça parle d'algorithmes, de modération, de régulation, d'interopérabilité et surtout des dérives des réseaux sociaux. Je suis allé le rencontrer pour Monde Numérique à l'École normale supérieure à Paris. Bonjour Serge Abiteboul. Bonjour. Merci de me recevoir ici dans les locaux prestigieux de Normal Sup, rue d'Ulm à Paris. École prestigieuse qui a vu passer parmi les plus gros cerveaux français. Hein. Oui, c'est intéressant de savoir que des gens comme Jean-Paul Sartre s'amusaient sur le toit juste à côté. On va, avant toute chose, peut-être camper le décor un petit peu. Vous faites partie des personnes qui comptent dans le paysage de l'informatique. Quelle était votre activité principale jusqu'à ce que maintenant vous vous occupiez surtout de régulation à travers l'ARCEP ? J'ai travaillé sur pas mal de choses. J'ai travaillé beaucoup au début sur les bases de données, donc ces systèmes qui vous permettent de gérer des grandes quantités de données. Ensuite, sur les bases d'information, notamment les moteurs de recherche, des choses comme ça. Et puis, à la fin de ma carrière, plutôt sur les bases de connaissances, hein, quelque chose qui nous rapproche un peu de l'intelligence artificielle. Et si on doit voir un peu un cheminement, disons que j'ai commencé ma recherche plutôt sur des sujets très théoriques, et puis je l'ai fini sur des trucs beaucoup plus appliqués. Mais en fait, j'ai toujours été intéressé un peu par les deux, par les aspects à la fois théoriques, appliqués, les liens entre tout ça. Vous avez travaillé en France également aux États-Unis, et vous étiez aux États-Unis dans la Silicon Valley à une période incroyable, puisque vous avez vu naître les grands outils qui nous entourent aujourd'hui, les plateformes, et notamment Google. Oui, c'est un peu, je vous raconte ma guerre. J'étais dans le département de Stanford où étaient Brin et Page, les deux, à l'époque, jeunes étudiants avec 500 balles en poche qui étaient en train de développer le moteur de recherche de Google. Et j'ai vu la première démo, j'étais très pote avec Sergey Brin. Et donc, on discutait souvent ensemble, il avait une idée toutes les 5 minutes, c'est quelqu'un d'assez incroyable. Et oui, donc j'ai vu le début, j'ai vu quand ils ont monté leur boîte et quand ils sont partis qu'ils ont quitté le département pour monter ce qui est devenu Google. La naissance de Google, c'est conforme à la légende ? Il n'y avait pas il y avait pas beaucoup d'autres gens et des gens assez exceptionnels. C'était, je crois, un moment assez particulier dans une équipe assez particulière avec des responsables comme Jennifer Widom, qui est quand même quelqu'un d'assez incroyable, Jeff Ullman. Il y avait plein de gens qui étaient plein d'étudiants, dont certains sont maintenant profs, d'autres ont monté des startups. Et il y avait une vie intellectuelle assez intense parce que les idées fusaient de tous les côtés. Et puis on était au bon moment. Hein. C'était le moment où les données devenaient massivement disponibles sur le web et c'était là-dessus qu'on travaillait. On travaillait sur les données distribuées. Donc on était un coup de bol sur le bon sujet au bon moment. Hein. Mais bon, question naïve, est-ce que Sergey Brin et Larry Page avaient conscience que ça deviendrait ce que c'est devenu ? Parce que c'est quand même souvent le cas aux États-Unis, finalement, il y a une telle ambition quand ce genre d'entreprise se crée. Alors oui, il y avait, si vous voulez, quand on regardait ce qu'ils avaient fait, c'était clair. C'est-à-dire qu'il y avait un truc qui bloquait tout le monde, et puis que maintenant, avec leur logiciel, résolvait. Et moi, quand ils m'ont fait leur démonstration la première fois, j'ai tout de suite acheté. Ça marchait bien. Tout le monde était conscient que c'était un grand succès. Pour donner juste une illustration, un jour, il y a quelqu'un qui leur a proposé, je sais plus, une somme assez incroyable pour leur logiciel, je sais pas, peut-être $1 million ou un truc comme ça. Et c'était le vendredi, et je les ai vus partir le vendredi soir. Je me suis dit, ils vont venir lundi matin, ils sont devenus riches. Ça y est, c'est fini. Et en fait, ils sont venus le lundi matin, ils se sont dit, non, on n'a pas signé. Donc,
pour refuser un truc de ce genre-là, c'est quand même que vous avez une certaine confiance en vous. Donc, on savait que ça allait être un succès. Alors évidemment, personne n'avait prévu la taille du succès, personne n'avait prévu que ça deviendrait l'énorme entreprise que c'est aujourd'hui. Mais il faut dire aussi que c'est pas juste le moteur de recherche. Le moteur de recherche, c'était la première étage de la fusée, et puis ils ont fait plein d'autres trucs depuis. Ouais. Mais ils avaient déjà d'autres idées derrière le moteur de recherche à l'époque ou pas encore? Alors le truc qui m'a impressionné, c'est l'idée quand même qui était assez forte chez eux, que tout ça ne marchait qu'avec de la recherche. C'est-à-dire que quand ils avaient 20 personnes, ils avaient déjà des chercheurs qu'ils employaient pour développer de nouvelles idées, apporter un nouveau sang, quoi. Et ça, moi, je compare en France, où même des grosses boîtes sont très, très réticentes à investir dans la recherche. On veut faire des trucs qui rapportent dans les 6 mois. Ben, ça prouve quand même que ça marche, hein. C'est-à-dire qu'eux, c'est une start-up, ils avaient 15 personnes et ils avaient déjà quelqu'un comme Rajiv Motwani qui s'occupait de la recherche chez eux. Donc, c'était quand même une question, une certaine vision du développement numérique tirée par la recherche. Ouais. Et Sergey Brin, alors, il est sympa? Oui, c'était un jeune étudiant. Il faut voir, quoi. Il allait faire ses exposés en patin à roulettes, il était marrant, il était très déconnant. Ouais. Oui, c'était quelqu'un de sympa. Bon, alors ça c'est l'épisode Google. Donc Sergey Brin, c'est le brin, hein. Enfin c'est parce que les gens finalement ont pas forcément l'image dans la tête des deux créateurs, Sergey Brin, Larry Page, etc. On va reparler aussi d'autres épisodes que vous avez vécu. Vous êtes retrouvés à plusieurs moments sur des trucs vraiment au cœur du réacteur, je dirais, notamment des GAFA. Encore une question sur Google. Est-ce que, je veux dire, Google aujourd'hui, c'est tout et son contraire, c'est Dieu et le diable. Est-ce que ils avaient conscience qu'un jour, ils seraient considérés comme le diable? Je sais pas je peux pas dire ce qu'il y avait dans leur tête, hein. Ce que je peux dire, c'est l'impression que j'avais, l'image qu'ils voulaient donner, c'était qu'ils voulaient faire le bien. Enfin, c'est un peu c'était le slogan de départ. Le slogan de départ, c'est un peu le truc dans la Silicon Valley. On veut changer le monde, on va faire un monde meilleur. Il y a quand même beaucoup de pipeaux là-dedans. Le but de ces entreprises, c'est quand même de faire beaucoup d'argent, d'accord? Donc, moi, je sais pas à quel moment ça devient un peu diabolique. C'est quand même beaucoup, parce que tout ce qu'ils font est tout à fait légal. Et puis, si on n'est pas content de ce qu'ils font, il suffit de changer les lois. Bien hein. sûr. Donc, c'est pas non plus le diable. C'est devenu des grosses entreprises capitalistiques qui ont un pouvoir considérable, qui a un pouvoir qui est inquiétant. Bah, donc, dans ces cas-là, c'est aux États de se prendre en main et puis de les diriger comme ils veulent. Ouais, c'est toute la question de la donnée et de l'exploitation commerciale de la donnée, y compris de la data privée, quoi. Exactement, c'est toutes les données qu'ils récupèrent sur vous. Écoutez, ils le font d'abord pour mieux vous servir, ça c'est le slogan, mais ils le font surtout pour faire plein d'argent. Mais ça, c'est la réalité d'une entreprise. On peut pas reprocher une entreprise de vouloir faire de l'argent. Par contre, ce qu'on peut reprocher, c'est aux institutions de ne pas régler les problèmes qu'elles causent. Alors les problèmes, on va en parler avec les réseaux sociaux. Vous signez ce livre, Nous sommes les réseaux sociaux. Alors, c'est un sujet qui me parle parce que moi, j'ai écrit un livre qui s'appelle Faut-il quitter les réseaux sociaux? Les réseaux sociaux, ils ont 20 ans. Facebook, c'est 2004. Il y avait même eu avant un truc qui s'appelait 6 Degrees. Oui, qui est souvent donné comme le premier exemple. Comme le premier exemple. 97. Mais on peut même trouver des traces de ça dans le web 2.0. C'est-à-dire à partir du moment où les gens peuvent interagir, s'écrire mutuellement, c'est déjà un début de réseau social numérique. Serge Abitboul, vous êtes, comme moi, je dirais, on a un peu de bouteille et on a connu l'époque bénie où l'informatique, c'était un Éden, c'était que des belles promesses. Aujourd'hui, on a l'impression qu'on est un peu face uniquement à des problèmes. On a l'impression que les réseaux sociaux posent plus de problèmes qu'ils n'en règlent. On ne sait pas forcément trop où ça va, tout ça. Est-ce que vous pensez qu'on est un peu à la croisée des chemins, ou en tout cas un point d'inflexion en ce qui concerne justement l'utilisation des réseaux sociaux?
Alors d'abord, je pense qu'il faut retomber un peu sur terre. Ils causent des problèmes gravissime. Je vais pas essayer de les cacher. Les problèmes de fake news, les problèmes d'harcèlement. Enfin, il y a plein de problèmes très graves sur les réseaux sociaux. Mais d'abord, les réseaux sociaux, c'est pas ça. D'abord, les réseaux sociaux, c'est un outil à la disposition de milliards de personnes. Et si les gens y vont, c'est qu'ils aiment ça, c'est qu'ils y trouvent du plaisir, c'est qu'ils y trouvent des liens sociaux, c'est qu'ils construisent des liens sociaux avec leurs amis, avec leur famille, avec des gens qu'ils connaissent pas. C'est d'abord ça, les réseaux sociaux, pour moi, avant d'être aussi des problèmes, d'accord ? C'est quelque chose qu'il faut quand même se mettre en tête. C'est aussi donner la parole à des gens qui l'avaient jamais. Donc, au niveau des rapports entre les gens, des rapports personnels, individuels, les problèmes sont quand même assez faibles. Les problèmes commencent à venir au niveau de l'individu parlant à toute l'humanité, c'est-à-dire le réseau social. Les Américains appellent ça des médias sociaux. Vous êtes dans un média. Social media. Social media. Vous ne dites pas network, ils disent média. Et c'est ça, c'est le deuxième aspect des réseaux sociaux. Celui qui crée des problèmes, c'est quand vous parlez à l'humanité. Et même là, j'aurais tendance à dire, il n'y a pas que des problèmes. Il y a aussi le fait qu'il y a des tas de gens qui n'avaient pas la parole, qui n'étaient jamais entendus dans les médias, qui n'avaient pas les moyens de se faire entendre. Oui, vous pensez à quoi Je sais pas, à MeToo, par exemple. MeToo, les révolutions arabes, exactement. etc. Mais je pense aussi à la petite assoce de quartier où il y a une jeune fille qui a eu une très bonne idée et il y a 20 ans, sa petite idée serait restée derrière ce serait été juste une petite idée. Aujourd'hui, elle peut la mettre sur les réseaux sociaux. Si elle trouve un peu des gens qui la suivent, qui l'aiment, ça peut monter en puissance. Donc, il y a tout ça qui est important. Alors, une fois qu'on a parlé, moi j'aime bien reposer un peu les choses. Les gens vont sur les réseaux sociaux, c'est pas pour se faire insulter. Et c'est 90% de l'utilisation des réseaux sociaux en plus. Voilà, c'est la grande masse des réseaux sociaux. C'est un peu la défense de Facebook d'ailleurs, de dire. Mais ils ont raison. C'est pas parce que c'est Facebook qu'ils ont tort. Ils ont raison. La plus grande partie des réseaux sociaux ne pose pas problème. Il y a une partie qui pose problème et c'est une partie qu'on peut pas accepter. C'est là que s'arrête Facebook. Facebook dit alors c'est pas grave, il y a un petit bout. Non, on peut pas accepter ces problèmes parce qu'il y a des comportements sur les réseaux sociaux qu'on n'accepterait pas dans le monde réel. Il y a des comportements que vous accepteriez pas dans la rue, au café du coin. Il n'y a pas de raison qu'on les accepte sur les réseaux sociaux, surtout qu'il y a quand même un problème systémique des réseaux sociaux, et là, c'est la responsabilité des Facebook, Twitter et de tous les autres, c'est qu'ils jouent aussi comme caisse de résonance. C'est-à-dire que quand vous allez donc au troquet du coin et que vous balancez une grosse vanne raciste insupportable, vous avez touché 5 personnes, 10 personnes, 15 personnes. Si vous le faites sur les réseaux sociaux et que vous êtes amplifié parce que les moteurs de recommandation vont vous pousser à 100 000, 1 million de personnes, ça devient un problème systémique. Donc, c'est pas pour dire qu'ils font bien des choses, ils font des choses très bien. Les choses qui sont pourries, il faut les réguler, il faut les arranger, il faut les corriger. Et là, il y a moyen de faire. Et notre livre, c'est un petit peu ça. Ceci, c'est un peu le sujet, le titre, c'est « Nous sommes les réseaux sociaux ». Pourquoi ce titre ? Voilà, on a choisi ce titre « Nous sommes les réseaux sociaux » pour insister sur le fait que, premièrement, c'est notre responsabilité. Les trucs pourris qu'il y a sur Internet, ce sont des humains qui les ont écrits. C'est pas des machines, c'est les humains qui les ont écrits. C'est pas des extraterrestres qui ont construit les réseaux sociaux, c'est des humains. C'est pas des extraterrestres qui poussent les fake news, c'est des humains. Donc c'est nous, d'une certaine façon, ils nous représentent, ils sont à notre image. Alors évidemment, notre image n'est pas toujours parfaite, donc il faut essayer de voir comment on peut s'arranger d'une certaine façon. Et nous sommes les réseaux sociaux, ça insiste aussi sur un autre aspect c'est notre responsabilité collective, individuelle, la responsabilité de nos dirigeants, c'est la responsabilité des chercheurs de développer de bonnes idées pour les arranger, c'est une responsabilité collective de faire mieux les choses. Et nous, on croit vraiment qu'on peut faire mieux les choses. On nous a traités d'optimistes. Moi, j'assume, je suis optimiste. Je pense que c'est pas la peine de débrancher. Si c'était vraiment pourri, il suffirait de débrancher. Non, je pense que ça a beaucoup d'avantages, qu'il faut les encourager, mais qu'il faut corriger les choses qui sont vraiment inacceptables. Alors, comment on fait pour corriger ? Parce que, Serge Abiteboul, vous avez fait partie de la mission qui est allée chez Facebook, notamment, mettre le nez sous le capot pour voir comment ça se passe. Tout à fait. Donc ça, c'est la suite d'une rencontre entre Mark Zuckerberg, le PDG de Facebook, et Emmanuel Macron. Et
Emmanuel Macron, j'imagine, a dit ouais Marc, ça va pas du tout, tes réseaux sociaux, ils foutent la merde. Enfin, il parle pas comme ça, Emmanuel Macron, bien sûr, mais en anglais, il peut se le permettre. C'est inacceptable. J'ai donné une traduction approximative. C'est inacceptable. Et là-dessus, on peut imaginer Mark Zuckerberg, je vais pas prendre l'accent anglais, lui répondant mais nous on fait bien, on est parfait. On peut pas faire mieux que ce qu'on fait. Et Emmanuel Macron lui dit non, c'est pas acceptable. Et Zuckerberg lui disant envoie-moi tes fonctionnaires, venez chez nous, regardez ce qu'on fait, critiquez ce qu'on fait, et puis dites-nous comment on peut faire mieux. Donc vous y êtes allé. On y est allé. On était une dizaine de fonctionnaires, une douzaine de fonctionnaires français. On est allé, ils nous ont ouvert les portes, ils ont joué le jeu, alors on n'a pas regardé le code, on pouvait pas les regarder en quelques mois des milliards de lignes de code, mais ils nous ont expliqué leurs algorithmes, on a rencontré leurs modérateurs, on a rencontré leurs ingénieurs, ils nous ont expliqué, ils ont répondu à toutes les questions qu'on posait. Il y a eu quelques fois où il a fallu insister un peu, mais ils ont répondu, d'accord. Et à la fin, on a écrit un rapport dans lequel on expliquait comment on pouvait modérer ces drôles de machines. Donc la question principale, c'est comment on peut modérer les contenus, comment on peut décider quel contenu arrêter ou autoriser. Et en gros, il y a deux grandes façons de faire. Il y a la méthode américaine, vous êtes libre, les réseaux sociaux ne sont pas responsables, ils modèrent, ils enlèvent ce qu'ils veulent, c'est leur responsabilité. Ils sont juste hébergeurs. Voilà. Enfin, et puis c'est de l'automodération, s'ils veulent s'autorégulent, ils s'autorégulent, c'est leur boulot. Il y a la méthode forte qui est plutôt les pays, disons, totalitaires, qui est moi je décide ce qu'on a le droit de dire ou pas dire sur un réseau social. Donc pour ça, je veux pas Facebook et YouTube, je vais créer en Russie, en Chine, mes propres réseaux sociaux. Voilà. Et là, ce qu'on a préconisé, c'était qu'on n'est pas les seuls à pousser. Hein, c'est une troisième voie. Nous, on est l'Europe, donc c'est la voie médiane, forcément. J'aime pas trop le mot médiane parce que c'est pas médian. C'est une autre façon de penser. Ouais. C'est pas. On va pas faire la moyenne entre les deux ou se placer entre les deux. C'est une autre façon de penser qui est une pensée qui est. On va laisser les réseaux sociaux réguler parce qu'on n'a pas les moyens de le faire pour eux, mais on va superviser ça. L'État, les autorités vont superviser ça. Pour ça veut dire grande transparence, c'est-à-dire qu'on veut savoir ce qui se passe dedans. Aujourd'hui, totalement impossible de savoir ce qui se passe dans la modération des réseaux sociaux. Donc on veut une grande transparence. Vous êtes allé voir, vous. Oui, mais c'est que vous avez vu. C'est hyper compliqué, c'est hyper complexe. Et puis on a vu un réseau social. Oui, vous n'avez pas vu Twitter. Il y a des différences énormes. On n'a pas vu surtout V-Contact, le réseau russe, où on ne sait pas ce qui se passe. Donc on n'a pas vu Twitter, on n'a pas vu Insta. Il y a plein de réseaux sociaux. Donc l'impression qu'on avait, c'est que Facebook, c'était quand même plutôt parmi les bons élèves, ceux qui essaient de faire les choses bien, mais malgré ça, c'était pas acceptable. Et puis ce qu'on préconise aussi, ce qu'on préconisait aussi, c'était que cette notion de modération ne devait pas juste être le choix et la décision d'une entreprise privée, aussi bonne soit-elle, hein, même si vous imaginez qu'elle est géniale, c'est pas à eux de décider comment va être notre monde, ce qu'on a le droit de dire, ce qu'on n'a pas le droit de dire, comment sera le monde demain. Donc ces grands réseaux qui proposent des problèmes systémiques, notre point de vue, c'était qu'il faut que toute la société participe à leur choix, à leurs objectifs. Et ça, on retrouve un peu ça dans le DSA, un nouveau règlement européen. Le règlement européen, ouais. Quand Facebook, mais également Twitter et d'autres réseaux ont décidé en janvier 2021 de déplatformiser Donald Trump, vous pensez qu'ils sont allés trop loin? Ils ont outrepassé leur rôle alors? C'est une question, c'est évidemment une question fondamentale. C'est-à-dire que, évidemment, comme tout le monde, j'étais content que Twitter coupe le sifflet de Donald Trump. Ça m'a fait plaisir. Donald Trump était, beaucoup de gens s'accordent à dire qu'il est devenu dangereux pour la démocratie américaine. Donc il fallait le faire taire. D'un autre côté, donc ça c'est à la défense de Twitter, mais d'un autre côté, quelle est la légitimité d'un PDG c'est un peu lui qui a décidé seul, enfin en tout cas son conseil d'administration. Jack Dorsey pour Twitter. Dorsey pour Twitter. Quelle est la responsabilité, quelle est la légitimité de Jack Dorsey, qui est probablement quelqu'un de très bien, d'ailleurs qui est quelqu'un de très sympa, je l'ai rencontré, c'est quelqu'un de bien. Quelle est sa légitimité, alors qu'il est juste PDG d'une entreprise,
pour couper le sifflet du président des États-Unis, qui était quand même une des plus grandes démocraties au monde, qui a été élu démocratiquement. Donc voilà, ça pose vraiment la question. Mais le problème qu'on avait, c'est que personne d'autre pouvait le faire. Donc c'était Jack Dorsey a pris cette responsabilité. Moi, j'aurais pas pu dormir de la semaine pour faire un truc comme ça. Mais il a pris cette responsabilité parce qu'il n'y avait pas d'alternative. Mm-hmm. Et donc je pense que c'est pas normal. C'est-à-dire qu'on doit mettre en place des structures. Il y avait urgence, quoi. Il y avait urgence. Il y avait eu l'assaut du Capitole. Mais ça risque de se reproduire et il faut pas mettre et donner tout ce pouvoir et toute cette responsabilité aux patrons de grandes entreprises. C'est pas à eux d'avoir cette responsabilité. Ouais. Mais alors l'espèce de cour Cour suprême. De Cour suprême de Facebook, là, je sais plus comment ça s'appelle, Oversight Board. Ouais, qu'est-ce que vous en pensez? C'est la Cour suprême de Facebook. Au départ, c'est le nom qu'ils avaient choisi, Supreme Court. Maintenant, c'est devenu, devant la levée de bouclier, c'est devenu Oversight Court ou quelque chose comme ça. C'est véritablement, c'est un peu un phénomène qui montre que ces réseaux sociaux, par moments, se sentent un petit peu comme des États. Si vous prenez la triptyque d'un État, c'est quoi la triptyque d'un État? C'est un territoire, ils ont le cyberespace. C'est une population. Ils ont des milliards d'utilisateurs. Il y en a beaucoup de pays qui ont des milliards de personnes. Et ils ont une autorité. Ils ont l'autorité de vous interdire un tweet ou un texte, ou ils ont une autorité de vous virer s'ils le veulent. Donc, la tentation pour eux de se prendre au minimum pour des États est quand même très forte. Ils sont supranationaux. Oui, mais sauf que c'est pas des États. Sauf qu'ils n'ont pas été élus démocratiquement. En France, on élit notre président. D'accord. Si on n'est pas content aux prochaines élections, on peut le virer. Donc, on a un parlement. Enfin, il y a une forme de démocratie. On peut manifester si on n'est pas content. Sur Facebook, à ma connaissance, vous ne pouvez pas virer le PDG de Facebook si vous n'êtes pas content. Et vous ne pouvez pas difficilement manifester. Donc, je pense qu'il faut bien comprendre que ce ne sont pas des États, que les lois des États priment sur leurs lois à eux. C'est ce que le DSA est en train de monter. Le DSA, c'est une loi de l'Union européenne qui s'applique à tous les réseaux sociaux. Et je pense qu'à un moment donné, c'est le rôle des États de siffler de réguler. Voilà, de siffler la fin de la partie. Bon, les petits gars, on s'est bien marré, c'était le début, c'était le western, vous avez fait ce que vous voulez, maintenant c'est fini, quoi. Serge Abiteboul, vous êtes informaticien quand même, votre vie c'est les algos, le code, etc. Le problème des réseaux sociaux, vous l'avez dit, c'est ce fameux algorithme de recommandation qui a plusieurs effets, qui d'une part va nous isoler dans des bulles où chacun croit que finalement ce qu'il pense est partagé par le plus grand nombre, ce qui est faux. C'est aussi le fait de donner une visibilité à des contenus qui, comme vous l'aviez dit avant, restaient cantonnés à un bistrot. Mais tout ça, c'est la magie, entre guillemets, la magie diabolique de l'algorithme de recommandation. Et on peut pas, il n'y a pas d'espoir technique de contrer ça. Évidemment qu'il y a des espoirs techniques de contrer ça. Je déteste le mot diabolique des algorithmes. Le seul diabolisme là-dedans, c'est ce que les humains ont mis dedans. On peut créer d'autres algorithmes. Donc, il y a plein de moyens techniques algorithmique de faire autre chose. Donc, je finirai par les recommandations, mais commençons par la modération. Pour la modération, on peut mettre des algorithmes de modération. Et de plus en plus, d'ailleurs, les algorithmes de modération sont utilisés dans les réseaux sociaux. Ils sont d'ailleurs moins mauvais que les humains. Et ils peuvent s'améliorer. Mais la question, c'est pas tellement la qualité de l'algorithme, c'est qu'est-ce que vous demandez à l'algorithme de faire, qu'est-ce que vous lui dites de faire. Donc la vraie question, c'est pas tellement l'algorithme. L'algorithme, on peut l'améliorer tant qu'on veut, enfin, jusqu'à un certain point. Mais on peut l'améliorer. La question, c'est qu'est-ce que vous demandez à l'algorithme de faire, quelles sont vos exigences. Alors maintenant, on revient sur les recommandations. La recommandation, c'est encore une fois, c'est un algorithme qui a été spécifié par des humains avec des règles. Donc aujourd'hui, si ça vous enferme, ce que tout le monde dit, ça vous enferme dans une bulle, ça vous montre ce que vous avez envie de voir, en fait, c'est ça. Donc il y a une question un peu de comprendre ça, déjà, de comprendre que ce que vous voyez, vous, c'est pas la même chose que ce que je vois moi. Et puis après, il n'y a rien qui nous empêche d'avoir ce genre de choses. C'est-à-dire qu'on peut faire des algorithmes différents. Moi, je faisais avec des étudiants, par exemple, sur les recommandations de musique, vous pouvez recommander ce que la personne aime déjà.
Mais nous, on s'amusait à avoir un bouton de sérendipité. C'est-à-dire je voudrais qu'on me sortir des sentiers battus. Plus de hasard, qu'on m'amène ailleurs, Donc ça, ça veut dire quoi ? Ça veut dire aussi que il faut donner à l'utilisateur, il faut que la technique laisse plus de liberté à l'utilisateur. Aujourd'hui... Il faudrait ça sur Facebook, un bouton de sérendipité ? Peut-être, mais moi il y a plein d'autres idées comme celle-là, un bouton de sérendipité. Il y a sur un truc comme Twitter, est-ce que le fil que vous suivez, il vous est quasiment imposé ? Est-ce que vous préférez un fil chronologique ? Alors ça, vous pouvez y arriver. Ça, on peut le choisir. On peut y arriver en cherchant bien. Mais beaucoup de gens ne savent pas. La plupart des gens, mais il faut trouver aussi. Hein. C'est pas trivial. Et puis surtout, il y a peut-être d'autres choses à faire que le chronologique. Voilà, comment on peut récupérer un petit peu de contrôle sur ce qu'on fait ? Et comment on peut récupérer un peu d'indépendance dans nos choix ? Oui, parce que c'est quand même l'algorithme qui va aussi pour des raisons économiques donner toujours plus que de ce qu'on veut. Si je suis passionné par le fait que je pense que la Terre est plate, je vais avoir toujours plus de contenu lié à ça. Et je vais passer plus de temps sur la plateforme. Si vous voulez, le truc, ce qu'il faut bien voir dans ces systèmes de recommandation, c'est que le client, c'est pas vous, le client, c'est la boîte qui paye la pub. Ce sont les entreprises qui payent la pub. C'est un système biface. Vous êtes pas le premier client. Le premier client, c'est celui qui paye, c'est celui qui choisit la pub. Donc les annonceurs. Les annonceurs. Donc vous êtes intéressant que parce qu'on peut vendre votre attention. Donc il faut qu'on vous garde le plus longtemps possible. Et ils se sont aperçus que la façon de vous garder le plus longtemps possible, les êtres humains sont comme ça, c'est de vous montrer ce que vous aimez bien voir. Après tout, pourquoi pas ? Mais il faudrait pouvoir changer ça, il faudrait pouvoir mieux contrôler ça, il faudrait pouvoir dire autrement. Et puis, il faudrait aussi comprendre que ce que vous voyez, c'est-à-dire que si vous voyez plein de trucs platistes, il faut apprendre aux gens que c'est pas parce que la Terre est plate, mais c'est parce que le système croit que vous êtes platiste. Oui. Après, ce système-là, c'est aussi le système de la télé depuis toujours, du temps de cerveau disponible avec la publicité. Ça a toujours été comme ça. On peut même remonter avant. Sur les journaux, quand vous vous abonniez à Libération ou à l'Humanité ou Figaro, c'est parce que vous avez envie de rester dans votre zone de confort de lire des articles de gens qui pensent un peu comme vous. Peut-être que la différence fondamentale, c'est qu'à l'époque, vous aviez conscience de ça. Vous aviez conscience que vous aviez pris un abonnement à l'Humanité et que donc les gens qui allaient vous parler, c'était des gens qui étaient proches de votre sensibilité politique. Aujourd'hui, vous allez sur les réseaux sociaux et la plupart des gens n'ont pas cette conscience-là. Ils ont l'impression qu'ils voient le monde. Non, ils ne voient pas le monde. Ils voient une image d'eux-mêmes dans le monde, ce qui est un peu différent. Alors ça, c'est l'algo de recommandation. Il y a la modération, vous en parlez. Est-ce qu'un jour, les logiciels seront des systèmes, disons, programmés ou par intelligence artificielle seront capables de modérer véritablement, comme aujourd'hui, ce sont encore des humains qui sont obligés de le faire, c'est-à-dire pour toutes ces choses, soit des images choquantes, pédopornographiques, du terrorisme, etc. Il y a des choses même qui sont, on va dire, faciles à éliminer, il y en a d'autres qui sont beaucoup plus délicates à apprécier. Aujourd'hui, c'est des humains qui règlent ça. Est-ce qu'un jour, on pourra confier tout ça à la machine ? Alors, déjà aujourd'hui, c'est de plus en plus des machines. C'est pas que des humains. En particulier, quand il y a eu le Covid, au moment du Covid, c'était quasiment que des machines chez Facebook parce que, d'une certaine façon, les humains, les modérateurs humains, ils pouvaient pas venir à cause de la pandémie, et donc ils restaient chez eux. Et Facebook n'autorise pas que ces données-là sortent du site. Donc, c'était déjà massivement des machines qui faisaient ça. Donc, ce qui se passe aujourd'hui le plus souvent, c'est que c'est une machine qui fait la modération sous le contrôle d'un humain. C'est-à-dire que si elle décide de bloquer à ma connaissance, mais peut-être que ça se fait complètement automatiquement, mais à ma connaissance, il y a un humain qui valide la décision de la machine. Alors après, il y a plusieurs questions. C'est quelle est la qualité ? Alors, c'est difficile de parler de qualité. Moi, j'ose pas dire que les algorithmes sont souvent déjà aujourd'hui meilleurs que les humains. J'aurais plutôt tendance à dire que sur certains domaines très précis, mon impression, c'est qu'ils sont déjà moins mauvais. Les modérateurs humains sont pas bons. C'est très difficile de modérer du contenu parce que d'abord, vous avez tous vos préjugés, tous vos a priori, et puis aussi parce que c'est difficile d'avoir un flot continu d'images qui vous arrivent. Ils ont essayé d'instaurer des règles internes. Alors il y a des règles internes, c'est des bouquins, qui sont des bouquins énormes.
Et puis, vous avez des modérateurs humains. Alors, un modérateur humain, c'est quelqu'un qui a eu 15 jours, 3 semaines de formation, qui est bac plus 0. En gros, je caricature et qui fait un métier et qui fait un métier extrêmement dur, avec des problèmes psychologiques graves, etc. Parce que quand vous êtes exposé à toutes les poubelles du monde, c'est compliqué. Mais ils ne sont même pas formés pour, ils sont pas très compétents, et donc leurs résultats sont pas très bons, d'accord. Ma compréhension, c'est pour les messages de haine et pour du textuel, les machines ont déjà dépassé ce niveau-là. Après, les images, c'est plus compliqué, d'accord. Et de toute façon, on a une zone grise qui est immense. C'est-à-dire que quand on a visité, par exemple, Facebook, à un moment donné, ils nous ont montré un message, et il y avait dans notre groupe, il y avait 2 juristes. Ils ont commencé de très haut niveau. Ils ont commencé à discuter entre eux. Est-ce que ce texte est juste légal ou pas ? Parce qu'il y a 2 choses dans la modération. Il y a les choses que le réseau ne veut pas, ça leur plaît pas, et les choses qu'on n'a pas le droit de publier. Oui, typiquement chez Facebook, il n'y a pas de nudité, alors que c'est pas foncièrement interdit. Voilà, et puis après, il y a les trucs qui sont franchement interdits, comme le négationnisme en France, ou des choses comme ça. Qui n'est pas aux États-Unis. Ou l'appel au meurtre, ou des choses comme ça. Et donc là, on avait ces 2 magistrats qui ont discuté pendant 5 minutes, et au bout de 5 minutes, je leur ai dit, écoutez, on va pas passer la journée à ça, on a le droit, ou on a le droit, pas le droit de dire ça. Et ils m'ont répondu, ça se décide devant un tribunal. Waouh. Donc, c'est-à-dire qu'il y a quand même une zone grise qui est assez considérable, et c'est encore plus considérable quand vous parlez de fake news. Ça me fait un peu peur quand on demande aux réseaux sociaux de décider ce qui est une fake news ou pas. Ça me ferait encore plus peur si on demandait ça au gouvernement, d'ailleurs, mais c'est compliqué de décider que quelque chose est une fake news. C'est pas trivial. Alors, il y a des choses qui sont évidentes. Voilà, il y a des trucs évidents. La Terre est plate. La Terre est plate, ou le vaccin tue à tour de bras, mais il y en a d'autres, c'est plus flou. Oui, mais un vaccin présente des risques. Absolument. Voilà. Un vaccin présente des risques. Il faut quantifier. Donc, au final, vous le disiez avec ce livre, nous sommes les réseaux sociaux. Il y a de l'optimisme encore, mais de l'optimisme qui passe par quoi ? Par plus de régulation, plus de DSA, plus de lois. C'est exactement la question. Donc, on pense que c'est pas foutu. Donc, on pense qu'on peut faire quelque chose. Alors maintenant, ce qu'on pense aussi, c'est que la solution est pas simple. Le problème est extrêmement compliqué parce que les sujets sont compliqués. La modération, c'est compliqué. Arriver à faire bouger ces entreprises qui ont des fois des capitalisations qui sont supérieures à la valeur de certains États. Enfin, on parle de choses quand même assez lourdes. Donc, ce qu'on pense, c'est que la situation, les solutions sont multiples. Donc, il y a une première solution qui passe par la régulation, c'est que commence l'Union européenne avec le DSA et le DMA, qui est de dire il y a des choses qu'il faut pas faire, et la loi va vous aider à vous protéger contre ces choses-là. Va imposer aux réseaux sociaux des règles du jeu, comme le DMA, qui sont des règles du jeu pour que la concurrence sur Internet, alors c'est pas que les réseaux sociaux, soit plus juste. Donc, il y a déjà premièrement, les États se prennent en main, en particulier en Europe, et font quelque chose. Ça, c'est nouveau. On ne sait pas encore non plus quel effet ça aura. Et c'est pas la fin. C'est-à-dire qu'il ne faut pas s'attendre encore une fois, la solution est complexe. Il ne faut pas s'attendre à ce que le DMA et le DSA marchent du premier coup. Il va falloir des itérations, mais au moins, on va dans la bonne direction. Ensuite, je crois qu'il faut aussi s'attendre à ce que toute la société prenne ça en main. C'est-à-dire, la société, ça veut dire des associations de consommateurs plus fortes, des associations qui vont regarder plus en détail ce qui se passe sur ces réseaux sociaux. Ça veut dire des chercheurs aussi qui s'intéressent plus. Il y en a déjà plein, mais plus de recherche dans ces disciplines. Ça veut dire aussi de la R&D technique pour aller améliorer ces réseaux sociaux, peut-être utiliser d'autres réseaux sociaux. Il y en a déjà qui existent. On pourrait parler de Mastodon ou WT Social, qui sont déjà des réseaux sociaux qui ont été développés sur d'autres business models qui marchent autrement. Mais qui sont des niches. Qui sont encore des niches, mais qui montent. Et puis, encore une fois, nous sommes les réseaux sociaux. C'est à nous de décider que massivement, on va aller ailleurs. Il y a un problème qu'on n'a pas abordé, qui est le problème de l'interopérabilité, qui est un problème critique, qui est le fait que il y a un effet réseau. C'est-à-dire que vous allez sur Insta parce que tous vos amis sont sur Insta.
Et moi, j'aime bien Mastodon. J'étais sur Mastodon, j'y ai trouvé personne. J'ai pas trouvé mes copains, ils n'y étaient pas. Peut-être qu'ils y sont maintenant, donc il faudrait que je réessaye. Mais on a tous tendance à aller sur les mêmes réseaux sociaux parce qu'on est obligé. Ça fonctionne comme des silos. Quand vous êtes sur Facebook, vous pouvez pas parler avec quelqu'un sur YouTube, d'accord ? Alors dans le DMA, il commence à y avoir des embryons d'interopérabilité, c'est-à-dire d'obliger ces gros réseaux sociaux à pouvoir interopérer entre eux, c'est-à-dire que vous pouvez écrire à quelqu'un qui est sur Facebook sans forcément être sur Facebook. Vous pouvez vous dialoguer comme on dialogue au téléphone avec des gens qui ne sont pas chez le même opérateur. Ça nous paraît naturel au téléphone, c'est possible sur les réseaux sociaux. Et d'ailleurs, c'est tellement possible que Mastodon fonctionne comme ça. C'est pas un réseau social, Mastodon, c'est une instance, une autre instance, plein d'instances qui dialoguent entre elles. Donc c'est possible techniquement. On commence à voir des embryons de ça dans le DMA. Il faut aller vers ça. Mais il faudra sans doute leur forcer la main, parce que... Il faudra leur forcer la main. Il faudra qu'on se prenne aussi par la main et puis qu'on accepte d'aller sur un truc qui est peut-être un peu moins bien, mais dans lequel on est un peu mieux protégé. Encore une fois, je ne crois pas à une solution qui va être magique. On va leur mettre une loi, puis c'est fini. On va leur demander de se corriger, c'est fini. On va inventer un nouvel algorithme et c'est fini. On va inventer un nouvel utilisateur et c'est fini. Les utilisateurs doivent changer aussi. Enfin, c'est-à-dire qu'on doit apprendre mieux et on commence de plus en plus à l'école, apprendre à consommer sur les réseaux sociaux, apprendre à produire sur les réseaux sociaux. C'est collectif. C'est un travail collectif. Vous ne croyez pas que c'est aussi devenu aujourd'hui un divertissement à part entière, un divertissement malsain, mais dont on est tous friands, où finalement on aime le clash, on aime le trash, et on va chercher quotidiennement sa petite dose de cochonnerie sur Twitter ou ailleurs? Moi, je pense surtout que c'est un truc vachement sain. C'est-à-dire que moi, je me rappelle, j'étais ado dans une petite ville de province à Romorantin et je m'embêtais, je tenais les murs et je savais pas quoi faire l'après-midi. Maintenant, vous pouvez aller sur les réseaux sociaux, vous pouvez rencontrer des gens dans le monde entier. Ça vous empêche pas d'aller aussi à la piscine, au tennis, mais ça vous donne une dimension supplémentaire. Donc pour moi, c'est pas malsain de rencontrer des gens dans le monde entier, de discuter avec eux et puis de pouvoir garder contact avec vos potes. C'est quand même quelque chose de très sain. Alors après ça, le clash, oui, mais oui, un réseau social. C'est ça dont je parlais, c'est la culture du clash. C'est pas la culture du clash. On aime bien. Enfin, je veux dire, c'est agréable de s'engueuler, c'est agréable d'avoir une bonne discussion. Si ça reste au niveau de la discussion, si c'est pas au niveau de l'insulte. Et si c'est pas alimenté par des fermatrolles russes juste pour le plaisir de déstabiliser tout ça. Exactement. On sait que ça existe. Exactement. Mais encore une fois. Moi, je pense qu'il faut régler ces problèmes de fermatrol, il faut régler ces problèmes d'insultes, de comportements asociaux sur les réseaux sociaux, mais il ne faut surtout pas les aseptiser. Moi, je pense que c'est un endroit où il faut du dialogue. J'aime beaucoup Wikipédia, par exemple. Donc, le réseau d'éditeurs de Wikipédia, ça fonctionne un peu comme un réseau social. Des fois, on s'engueule dur. Enfin, on se fait... entre gens de bonne compagnie. Entre gens qui ont des avis différents et qui sont pas tous d'accord entre eux, et c'est bien. Enfin, mais il n'y a pas de raid lancé par Booba, par exemple, sur Wikipédia. Pas encore. Ça existe. Bon, Serge Abiteboul, avant de conclure, on dit un mot de votre t-shirt. Qu'est-ce que c'est que ce t-shirt sur lequel il y a marqué « Qui a hacké pardon, j'arrive pas à lire. Garoutsa. Qui a hacké Garoutsa ? Qui a hacké Garoutsa, c'est une pièce de théâtre que j'ai coécrite avec Laurence de Villers et Gilles Devecq, deux amis. Ouais, Laurence de Villers, que j'ai déjà interviewé dans ce podcast. Et que vous devriez écouter aussi interviewer Gilles Devecq, qui est aussi passionnant. Et donc, on avait envie d'écrire une pièce de théâtre sur l'intelligence artificielle. Donc, c'est une pièce de théâtre sur un chatbot qui a des comportements qui sont un petit peu contre les lois de la robotique et on essaie de comprendre pourquoi, donc c'est une histoire un peu policière. La question, c'est qui l'a hacké. Qui a hacké Garoutsa ? On espère pouvoir la voir sur scène un jour. Nous aussi. Merci beaucoup, Serge Abiteboul. Je rappelle le titre de votre livre, coécrit avec Jean Catan, « Nous sommes les réseaux sociaux » chez Odile Jacob.